Juste un mot pour te dire que c'était de la chance. » Ces quelques mots, prononcés par ma belle-mère Isabelle, résonnèrent dans le silence soudain du salon. Elle me tendait une petite boîte contenant un stylo bon marché, son cadeau pour ma réussite au concours de la magistrature, l'un des plus difficiles de France. Autour de la table, les visages des quelques amis et membres de la famille invités pour ce dîner de célébration à Annecy se figèrent. Je sentis le poids de leurs regards, un mélange de gêne et de curiosité. Mon père, assis à côté d'elle, fixa son assiette avec une intensité soudaine, son silence étant la plus assourdissante des confirmations. 5 années de sacrifices, de nuits blanches passées à étudier, de petits boulots pour financer mes études, tout cela venait d'être réduit à un simple coup du sort par un sourire mielleux et un cadeau insultant. Je la regardais, le stylo froid dans ma main, et je compris que cette soirée n'était pas une célébration. C'était une déclaration de guerre. Cette humiliation publique n'était que l'aboutissement de plusieurs années de dévalorisation silencieuse. Depuis que mon père avait refait sa vie avec Isabelle, j'étais devenue l'intruse studieuse, celle dont les ambitions semblaient inexplicablement menaçantes. Je me demande si vous avez déjà ressenti cette sensation étrange. Ce sentiment d'être puni pour vos propres efforts, comme si votre réussite jetait une ombre sur les autres. C'est un poison lent. Pour préparer ce concours, j'avais dû mener une double vie. Étudiante en droit le jour, serveuse dans un café du centre-ville la nuit, économisant chaque centime parce que mon père, sous son influence, avait cessé de m'aider financièrement à mes 20 ans. Je vivais encore sous leur toit, non par choix, mais par pure nécessité stratégique. Mon déménagement pour Lyon, où je devais prendre mes fonctions, n'était prévu que pour la semaine suivante. Cette maison était le dernier sacrifice avant ma libération. Isabelle était une femme obsédée par les apparences et la réussite de ses propres enfants, qui, malheureusement pour elle, manquaient cruellement d'ambition. Mon demi-frère Julien était son angoisse permanente, un jeune homme incapable de garder un travail et attiré par les jeux d'argent. Ma réussite au concours de la magistrature était un affront direct à l'image parfaite qu'elle essayait de construire. Elle jouait le rôle de la belle-mère aimante en public, mais en privé, chaque mot était calculé pour saper ma confiance. Elle gérait les finances du couple avec une main de fer, un détail qui avait toujours semblé anodin, mais qui s'était révélé être la clé de tout. Elle avait ce sourire confiant de celle qui contrôle toutes les variables, persuadée que personne ne prendrait jamais la peine de vérifier les comptes. Elle se trompait lourdement sur ce point. Son arrogance était devenue sa plus grande faiblesse. Le pire n'était pas encore arrivé. Alors que les invités reprenaient leur conversation, tentant de dissiper le malaise, Isabelle s'approcha de moi, son visage affichant une fausse bienveillance. Elle posa une main sur mon bras et me murmura à l'oreille pour que moi seule puisse entendre. « Maintenant que tu vas gagner un bon salaire de magistrate, il serait juste que tu commences à rembourser ton père pour toutes ces années où il t'a logé, et peut-être aider un peu ton demi-frère à se lancer. » Le choc de sa demande fut si brutal qu'il en devint presque comique. Elle ne se contentait pas de m'insulter. Elle voulait désormais contrôler les fruits de mon succès, un succès qu'elle avait tout fait pour empêcher. C'est à cet instant précis que la douleur s'est transformée en une détermination froide et implacable. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais passé les 2 derniers mois à ne pas seulement préparer un concours, mais aussi à préparer ce dîner. Dans mon sac, une simple pochette en carton contenait bien plus que des relevés bancaires. Elle contenait la fin de son règne. Ce n'était pas la première fois que je me sentais transparente à leurs yeux. Le souvenir le plus vif remonte à mes 20 ans, le jour où mon père, le regard fuyant, m'a annoncé qu'il ne pouvait plus financer mes études de droit. Isabelle était assise à côté de lui, une main posée sur son bras dans un geste de faux réconfort, son expression empreinte d'une pitié calculée. Elle venait de lui expliquer que l'argent était plus utile pour lancer la petite entreprise de Julien, une idée vague qui ne s'est jamais concrétisée. Mon père, qui déteste les conflits plus que tout, a simplement acquiescé. Ce jour-là, j'ai compris que mon avenir était un coût négociable, tandis que les échecs de mon demi-frère étaient des investissements prioritaires. J'ai hoché la tête, sans pleurer, et j'ai commencé à chercher un travail pour le soir même. Cette conversation a été le premier barreau de l'échelle que j'ai dû construire seule, dans l'ombre de leur indifférence. J'ai donc mené une double vie pendant près de 5 ans. Le jour,
J'étais Léa, l'étudiante en droit assidue qui absorbait des codes et des jurisprudences complexes à l'université. La nuit, de 19h à minuit, je devenais la serveuse efficace du Café des Alpes, au centre d'Annecy. Je sacrifiais mes soirées, mes week-ends et mon sommeil pour payer les frais de scolarité et les livres, mais surtout pour financer la préparation privée au concours de la magistrature, qui coûtait plusieurs milliers d'euros par an. Rester vivre chez eux était une décision purement stratégique, une façon d'économiser chaque centime pour investir dans mon unique porte de sortie. Ils voyaient une jeune femme qui s'accrochait au foyer familial par confort, mais en réalité, leur maison était devenue mon camp de base, le dernier sacrifice silencieux avant de pouvoir enfin m'envoler. Chaque euro gagné était une brique de plus dans la forteresse de mon indépendance future. L'ironie du sort a voulu que ce soit mon père lui-même qui me donne l'arme pour découvrir la vérité. Il y a quelques mois, dépassé par la gestion de ses comptes en ligne et inquiet pour sa retraite, il m'a demandé de l'aide. Toi, avec tes études de droit, tu vas sûrement mieux comprendre que moi, m'avait-il dit avec une confiance désarmante. Il m'a donné ses codes d'accès, me demandant de faire un bilan financier complet. Isabelle a souri, persuadée que je ne verrais qu'une gestion impeccable. Elle sous-estimait ma rigueur et mon attention aux détails, des qualités qu'elle avait toujours qualifiées de maniaques. Elle ne savait pas que ma tante Sophie, expert comptable, m'avait déjà conseillé de vérifier les virements récurrents inhabituels. C'était une simple suggestion, faite au détour d'une conversation, mais elle a tout changé. Mon père, en cherchant de l'aide, m'a involontairement ouvert la porte de la chambre forte où Isabelle cachait ses secrets. Assise devant l'écran de mon ordinateur, tard dans la nuit, j'ai vu l'impensable. Des virements mensuels, effectués depuis 3 ans, du compte d'épargne commun de mon père et d'elle vers le compte personnel de Julien. Les libellés étaient vagues. Aide projet, avance frais, soutien familial. Mais les dates coïncidaient étrangement avec les moments où mon demi-frère avait besoin d'argent de toute urgence pour régler des dettes de jeu. J'ai tout additionné, ligne par ligne, avec une précision chirurgicale. Le total s'élevait à 35 000 euros. 35 000 euros qui auraient dû financer mes études, mon avenir, et qui avaient été détournés pour éponger les erreurs d'un autre. Le pire n'était pas le vol lui-même, mais le sourire bienveillant qu'elle m'adressait chaque matin en me demandant si j'avais bien dormi. J'ai immédiatement imprimé les relevés des 3 dernières années, chaque page devenant une pièce à conviction dans un procès qui n'avait pas encore commencé. Face à cette trahison, ma première impulsion n'a pas été la colère, mais un calme glacial. Je n'ai rien dit. Je n'ai confronté personne. J'ai simplement rangé les relevés bancaires dans une pochette en carton que j'ai cachée au fond de mon armoire. J'ai continué à étudier pour mon concours avec une concentration décuplée, chaque article de loi que je mémorisais devenant une arme de plus dans mon arsenal. J'ai compris qu'une explosion de rage ne mènerait à rien. Mon père minimiserait, Isabelle nierait, et je serais une fois de plus la jeune femme hystérique et ingrate. Non, la justice que je cherchais devait être publique, méthodique et irréfutable. Elle devait se dérouler sur leur terrain, au cœur de leur mise en scène familiale parfaite. Alors j'ai attendu. J'ai attendu le moment idéal, le moment où tous les regards seraient tournés vers moi. Ce dîner de célébration n'était donc pas une coïncidence. C'était une convocation. Je me suis reculée d'un pas, rompant le contact de sa main sur mon bras. Ce n'était plus de la méchanceté, c'était une prédation. Elle ne voulait pas seulement me voir échouer, elle voulait posséder les fruits de ma réussite, transformer mon indépendance en une nouvelle forme de servitude. L'idée de devoir financer les déboires de Julien avec l'argent que j'avais gagné au prix de mon sommeil et de ma santé était une absurdité si monstrueuse qu'elle en devenait limpide. Toute trace de blessure s'est évaporée, remplacée par une certitude froide. Il n'y avait plus de famille à sauver, plus de liens à préserver. Il n'y avait qu'une dette à exposer, non pas la mienne, mais la sienne. Son avidité venait de lui coûter bien plus que de l'argent. Elle venait de perdre le silence qui la protégeait. Je lui ai offert un sourire vide, un simple mouvement des lèvres, et je suis retournée m'asseoir à table, le cœur battant d'une énergie nouvelle et redoutable.
Les conversations avaient repris, forcées et maladroites, chacun essayant d'ignorer la tension qui flottait dans l'air comme une fine poussière. Mais pour moi, tout avait changé. Je ne voyais plus un dîner de famille, mais une scène de crime. Mon père, en face de moi, évitait mon regard, se concentrant sur son verre de vin avec un intérêt fin. Il était le complice silencieux, celui qui préférait la paix d'un mensonge à la tourmente d'une vérité. Isabelle, à ses côtés, rayonnait d'une confiance renouvelée, persuadée d'avoir porté le coup de grâce, d'avoir planté la graine du doute et de l'obligation dans mon esprit. Elle me voyait comme une enfant qu'on pouvait encore manipuler, une ressource à exploiter. Son arrogance était si grande qu'elle ne sentait pas le sol se dérober sous ses pieds. Elle ne voyait pas que le piège qu'elle me tendait depuis des années était sur le point de se refermer sur elle. Mon regard a croisé celui de ma tante Sophie, assise à l'autre bout de la table. Elle m'observait avec une inquiétude discrète. Contrairement aux autres, elle savait. Elle était la seule à qui j'avais montré les relevés bancaires, la seule à qui j'avais confié mes doutes. En tant qu'expert comptable, elle avait immédiatement compris la gravité de la situation, qualifiant les virements de « détournement de fonds caractérisés ». Sa présence ce soir n'était pas un hasard. Je lui avais demandé de venir, non pas pour intervenir, mais pour être témoin. Pour que la vérité, lorsqu'elle éclaterait, soit validée par une autorité neutre et compétente. Elle m'a fait un imperceptible hochement de tête, un signe qui voulait tout dire. « Je suis là, fais ce que tu as à faire. » Ce soutien silencieux a été la dernière confirmation dont j'avais besoin. Je n'étais plus seule face à eux. J'avais une alliée. La pochette en carton dans mon sac à main me semblait soudain peser 1 tonne. Elle contenait 3 ans de mensonges, imprimés noir sur blanc. Chaque ligne était une trahison, chaque virement une insulte à mes sacrifices. 35 000 €. Ce chiffre tournait en boucle dans ma tête. Ce n'était pas seulement une somme d'argent, c'était le prix de mes études, le coût d'une voiture d'occasion qui m'aurait facilité la vie, le budget de mon installation à Lyon. C'était la matérialisation de toutes les portes qu'il m'avait fermées au nez, tout en prétendant me soutenir. Isabelle pensait que sa gestion des comptes était son armure, son secret le mieux gardé. Elle n'avait jamais imaginé que mon père, dans un élan de confiance naïve, me donnerait la clé de sa forteresse. Elle avait sous-estimé ma patience, ma mémoire, et surtout, ma capacité à utiliser la loi qu'elle m'avait involontairement aidé à étudier. Le dessert est arrivé. Une tarte aux myrtilles, le dessert préféré de mon père. Isabelle l'a servi avec des gestes amples et théâtraux, jouant son rôle de parfaite maîtresse de maison jusqu'au bout. Les invités ont souri, soulagés de voir la soirée toucher à sa fin. Mais pour moi, elle ne faisait que commencer. J'ai attendu que chacun ait sa part devant lui, que le silence se fasse tandis que les premières cuillères s'enfoncèrent dans la pâte. C'était le moment parfait. Le calme avant la tempête. Je ne ressentais plus aucune peur, aucune hésitation, seulement la clarté glaciale de la justice imminente. J'ai posé ma cuillère sur la nappe, le petit bruit sec attirant l'attention de toute la table. Je me suis raclé la gorge et j'ai pris la parole d'une voix calme et posée, la même voix que j'utiliserai bientôt dans un tribunal. La célébration était terminée. Le procès pouvait commencer. « Merci pour ce cadeau, Isabelle, et pour tes vœux », ai-je répondu d'une voix neutre, en posant le stylo sur la table à côté de mon assiette. Mon ton était si dénué d'émotion qu'il a semblé déconcerter tout le monde, y compris elle. Je suis retournée à ma place en silence, le cœur battant non plus de douleur, mais d'une énergie froide et concentrée. Le plan, qui n'était jusqu'alors qu'une ébauche dans mon esprit, venait de se cristalliser avec une clarté absolue. Ce dîner n'était plus une embuscade dont j'étais la victime. C'était un tribunal que j'allais présider. Chaque invité, chaque meuble, chaque silence devenait un élément de décor pour la scène que j'allais mettre en place. J'ai observé mon père, qui évitait toujours mon regard, et j'ai compris qu'il n'était pas seulement un complice passif, mais aussi une victime de la manipulation d'Isabelle. Ma justice ne viserait pas à le punir, mais à lui ouvrir les yeux. La blessure n'était plus une faiblesse. C'était devenu mon principal argument.
Dans les jours qui ont suivi ma découverte des relevés bancaires, je me suis sentie profondément seule. Je passais mes nuits à étudier, mais mon esprit revenait sans cesse sur ces lignes de chiffres qui représentaient des années de trahison. À qui pouvais-je en parler ? Mes amis n'auraient pas compris la complexité de la situation, me conseillant une confrontation directe qui aurait été désastreuse. Mon père était hors de question. Cet isolement m'a forcé à puiser en moi-même, à utiliser les outils que mes études de droit m'avaient donnés. J'ai cessé de voir la situation sous un angle émotionnel pour l'analyser comme un cas d'école, un abus de confiance. C'est là que ma stratégie a changé. Je n'allais pas me comporter comme une fille blessée, mais comme une future magistrate. Je n'allais pas accuser, j'allais exposer des faits. Cette décision a transformé ma solitude en une forteresse, un espace où je pouvais préparer ma plaidoirie sans être influencée par la pitié ou la colère. L'appel à ma tante Sophie a été le tournant décisif. Je lui ai envoyé par courriel sécurisé les scans des relevés bancaires en lui demandant son avis d'expert comptable. Sa réponse, le lendemain, a été immédiate et sans équivoque. « Léa, ce n'est pas de la mauvaise gestion, c'est un détournement caractérisé. Les libellés sont vagues à dessein, et les montants sont trop réguliers pour être de simples aides familiales. C'est de l'argent qui a été systématiquement soustrait du patrimoine de ton père. » Entendre ces mots d'une professionnelle a validé tout ce que je ressentais. Ce n'était pas une paranoïa de ma part. C'était un délit. Je lui ai alors demandé de venir à ce dîner, non pas pour me défendre, mais pour être une observatrice impartiale, une caution morale et technique si Isabelle tentait de nier l'évidence. Sa présence était la garantie que la vérité ne pourrait pas être étouffée par des larmes de crocodile ou des accusations de manipulation. La veille du dîner, j'ai préparé mon dossier comme je l'aurais fait pour une audience. La pochette en carton contenait les relevés des 3 dernières années, classés par ordre chronologique. J'avais surligné en jaune chaque virement suspect à destination de Julien, et j'avais préparé un résumé sur une page séparée avec le total exact. 35 000 €. J'ai aussi imprimé quelques articles du Code civil sur l'abus de confiance et la gestion des biens communs, non pas pour les lire à voix haute, mais pour me donner une contenance, pour ancrer ma démarche dans la rigueur de la loi. J'ai répété mon intervention dans ma tête, en choisissant des mots simples, factuels et dénués d'agressivité. Mon objectif n'était pas de provoquer une scène de ménage, mais de provoquer une prise de conscience. Le stylo qu'Isabelle m'offrirait le lendemain était encore inconnu de moi, mais je savais déjà que la seule chose que j'écrirais avec serait la fin de son règne. Me voilà donc assise à cette table, le dessert servi devant moi. La tarte aux myrtilles, autrefois synonyme de moments heureux avec mon père, avait au jour d'un goût de cendre. Je regarde Isabelle, qui sourit à une blague d'un des invités, rayonnante de satisfaction. Elle est persuadée d'avoir gagné, d'avoir marqué le dernier point d'une longue partie. Elle ne se doute pas une seule seconde que le jeu vient à peine de commencer et que j'ai changé toutes les règles. Je sens le poids de la pochette en carton dans mon sac, posée à côté de ma chaise. Elle contient la vérité, une vérité froide et chiffrée qui ne peut être niée. J'attends le moment parfait, ce court instant de silence qui suit toujours la première bouchée de dessert, lorsque la satisfaction est à son comble. Je laisse ce silence s'installer, s'épaissir, jusqu'à ce que tous les regards, par curiosité, se tournent vers moi. Le moment est venu. Je me suis levée, doucement, sans un bruit. Le silence s'était installé, un silence confortable de fin de repas que j'allais briser à jamais. Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris par mon mouvement. J'ai pris la pochette en carton dans mon sac et je l'ai posée sur la table basse, entre les tasses d'à café vides et les restes de la tarte. Mon cœur battait avec une régularité de métronome, sans précipitation. J'ai regardé Isabelle droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Merci encore pour ce cadeau, Isabelle », ai-je dit d'une voix claire et posée qui a résonné dans la pièce. Il m'a rappelé que la chance, parfois, c'est de découvrir la vérité juste à temps. Et puisque nous parlons d'argent et de soutien familial, j'aimerais, à mon tour, faire la lumière sur la véritable nature du soutien que certains ont reçu ces dernières années. Le sourire d'Isabelle s'est figé sur ses lèvres, une simple crispation de ses muscles faciaux.
J'ai ouvert la pochette avec une lenteur délibérée et j'en ai sorti une liasse de papier. C'était les relevés de compte. Je ne les ai pas brandis comme une arme. Je les ai simplement tenus dans ma main. Je me suis approchée de mon père, qui me regardait avec une confusion grandissante. « Papa, tu te souviens, il y a 2 mois, tu m'as donné tes codes d'accès pour que je t'aide à faire un bilan financier pour ta retraite ?» Il a hoché la tête, incapable de parler. Je lui ai tendu les documents. J'ai fait ce bilan, et j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Des virements mensuels, très réguliers, depuis le compte d'épargne commun vers le compte personnel de Julien. J'ai pointé du doigt la première ligne surlignée en jaune. Le libellé est toujours vague, aide-projet, soutien familial, mais les montants, eux, sont très précis. Et ils sont importants. L'air du salon est devenu soudainement rare, comme si tout l'oxygène avait été aspiré hors de la pièce. Je suis restée debout à côté de lui pendant qu'il parcourait les pages, son visage devenant de plus en plus blême. J'ai tout additionné, papa. Sur les 3 dernières années, la somme totale s'élève à 35 000 €. 35 000 € qui ont été virés, sans que tu le saches, pour couvrir les dettes de jeu de Julien. J'ai laissé cette information flotter dans l'air, lourde et irréfutable. Les dates coïncident parfaitement avec chaque fois que Julien avait besoin d'argent en urgence. Pendant ce temps, moi, je travaillais jusqu'à minuit dans un café pour payer mes études, parce que tu m'avais dit que vous n'aviez plus les moyens. Mon père a levé les yeux des papiers, non pas vers moi, mais vers sa femme. Il s'est lentement levé de son fauteuil, son corps semblant peser 1 tonne, son regard fixé sur Isabelle avec une expression de pure incrédulité. C'était la première fois que je le voyais la regarder sans son filtre d'amour aveugle. Le seul bruit dans la pièce fut le cliquetis métallique de la cuillère à dessert d'Isabelle, qui tomba de sa main tremblante pour heurter son assiette. Le son fut bref, mais assourdissant. Son visage, habituellement si maîtrisé, était un masque de panique. Elle a tenté de reprendre le contrôle, de rassembler les lambeaux de son autorité. « Ce n'est pas ce que tu crois, Marc. Elle ment. Elle manipule les chiffres. Elle a toujours été jalouse de Julien. » Sa voix était devenue stridente, perdant toute sa douceur calculée. Mais ses mots sonnaient creux, une défense désespérée face à l'évidence imprimée noir sur blanc. À côté d'elle, Julien n'a pas dit un mot. Il a simplement baissé la tête, son regard fixé sur ses chaussures, comme s'il espérait que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Son silence était un aveu plus puissant que n'importe quelle parole. La façade parfaite de leur famille venait de se fissurer en 1000 morceaux. C'est alors que ma tante Sophie a pris la parole, sa voix calme tranchant avec l'hystérie naissante d'Isabelle. « Il n'y a aucune manipulation, Isabelle. » Elle n'avait même pas besoin de regarder les documents. Je les lui avais déjà montrés. En tant qu'expert comptable, je peux te garantir que ces relevés sont authentiques. Et ce que Léa décrit a un nom très précis en droit. C'est un abus de confiance et un détournement de fonds sur un compte joint. Les faits sont là, incontestables. Chaque mot était prononcé avec une précision professionnelle qui anéantissait toute possibilité de déni. Sophie a hoché la tête dans ma direction, un signe de validation silencieux. Je n'ai rien ajouté. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait fait son travail. Mon père regardait Isabelle comme si elle était une étrangère. Et dans ce regard, j'ai compris que le règne de ma belle-mère venait de prendre fin, non pas dans les cris, mais dans le silence assourdissant d'une confiance brisée. Les invités sont partis en silence, un par un, sans oser un dernier regard. Ils laissaient derrière eux les ruines d'un dîner de célébration transformé en tribunal familial. Pour la première fois de sa vie, mon père a regardé Isabelle sans le filtre de l'amour aveugle qui l'avait protégée pendant tant d'années. Il n'a pas crié. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot portait le poids d'une décennie de confiance trahie. Il lui a posé des questions simples, factuelles, sur d'autres dépenses, d'autres décisions qu'elle avait prises seule. Chaque réponse évasive, chaque tentative de justification ne faisait qu'élargir la fissure entre eux. Ce soir-là, leur mariage ne s'est pas terminé par une porte qui claque, mais par l'effondrement silencieux de tout ce sur quoi il avait été bâti. La confiance, une fois réduite en poussière, ne se reconstruit jamais. Isabelle a perdu bien plus qu'une dispute.
Elle a perdu l'homme qui lui avait tout donné. Elle n'était plus la matriarche calculatrice qui régnait sur notre foyer, mais une femme démasquée, privée de son pouvoir le plus précieux, la manipulation. Assise sur le canapé du salon, elle semblait s'être ratatinée, son assurance s'étant évaporée pour laisser place à une panique froide. Au fil de la conversation avec mon père, d'autres petites tromperies financières ont émergé, des mensonges mineurs qui, mis bout à bout, dessinaient le portrait d'une femme qui avait toujours placé ses propres intérêts et ceux de son fils au-dessus de tout. Son autorité morale était anéantie. Elle n'avait plus aucune crédibilité, ni aux yeux de mon père, ni à ceux de ma tante, qui l'observaient avec un mépris glacial. Le silence de Julien, son propre fils, était peut-être la pire des condamnations. Elle était désormais seule, isolée dans la forteresse de mensonges qu'elle avait elle-même construite et dont les murs venaient de s'écrouler sur elle. Mon père s'est ensuite tourné vers Julien, dont le visage était toujours baissé vers le sol. La passivité habituelle de mon père avait été remplacée par une fermeté que je ne lui connaissais pas. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement le constat amer d'une réalité trop longtemps ignorée. « Tu as 28 ans, Julien. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. » Il lui a annoncé qu'il avait 1 semaine pour trouver un travail, n'importe lequel, et qu'il devrait rembourser l'intégralité des 35 000 € à sa mère, qui à son tour devrait les réinjecter sur le compte commun. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ultimatum. Pour la première fois, Julien était confronté à la conséquence directe de ses actes, sans le bouclier protecteur de sa mère pour amortir le choc. J'ai vu dans son regard la terreur d'un enfant à qui l'on annonce que le jeu est terminé, et que la vraie vie, avec ses dettes et ses obligations, commence maintenant. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde était parti se coucher, mon père est venu me voir dans ma chambre. Il s'est assis sur le bord de mon lit, l'air fatigué et vieilli de 10 ans. Il n'a pas cherché d'excuses. Il m'a regardé, les yeux remplis d'une honte que je n'avais jamais vue. « Je suis désolée, Léa. Je suis tellement désolée de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su te protéger. » Il m'a annoncé qu'il allait me virer immédiatement les 35 000 € en puisant dans ses économies personnelles, celles qu'Isabelle ne gérait pas. Ce n'était pas une question d'argent, je le savais. C'était sa manière de reconnaître sa faute, de réparer une injustice qu'il avait laissée s'installer par lâcheté. J'ai simplement hoché la tête, acceptant ce geste non comme une victoire, mais comme le premier pas fragile vers une réconciliation possible, bâtie sur une vérité enfin exposée. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. La maison était silencieuse, comme si elle retenait son souffle après la tempête. Isabelle est restée enfermée dans sa chambre. J'ai croisé Julien dans le couloir. Il n'a pas levé les yeux. J'ai dit au revoir à mon père dans l'entrée. Nos adieux furent brefs, empreints d'une pudeur nouvelle. Il y avait encore tant de choses à dire, mais nous savions tous les deux que le temps ferait son œuvre. En fermant la porte de cette maison pour la dernière fois, je n'ai ressenti ni haine ni triomphe, seulement le calme profond de la libération. Je laissais derrière moi les fantômes de mon passé, les blessures et les trahisons. Je ne partais pas seulement pour Lyon, où ma carrière de magistrate m'attendait. Je partais vers ma propre vie, une vie que j'écrirais moi-même, avec un stylo que j'avais choisi. 6 mois ont passé depuis ce dîner qui a tout fait basculer. Je suis à Lyon, dans mon petit appartement dont les fenêtres donnent sur la ville qui s'éveille. Chaque matin, en buvant mon café, je regarde au loin la silhouette du palais de justice, mon nouveau lieu de travail. Mon père m'a bien viré les 35 000 €, comme il l'avait promis. Cet argent a servi à payer la caution et les premiers mois de loyer de cet endroit, qui est devenu mon sanctuaire. Mais la véritable réparation n'était pas financière. C'était de pouvoir enfin respirer un air qui ne soit pas empoisonné par le ressentiment et les non-dits. C'est le silence paisible de cet appartement, gagné à la force de ma volonté, qui est ma plus grande récompense. J'ai compris que la liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit, mais un espace que l'on conquiert, parfois au prix de batailles que l'on ne voulait pas mener, mais que l'on devait gagner pour survivre. La plus grande leçon que j'ai tirée de cette épreuve ne vient pas des livres de droit, mais de cette confrontation brutale avec la réalité.
La justice, ce n'est pas seulement punir les coupables, c'est avant tout rétablir une vérité qui a été bafouée. Mon objectif ce soir-là n'était pas de détruire Isabelle, mais de briser le miroir déformant dans lequel elle m'avait forcé à me regarder pendant des années. Je voulais que mon père voie la vérité, non pas pour qu'il la condamne, mais pour qu'il comprenne enfin le poids de son silence. En tant que future magistrate, je sais que mon rôle sera de démêler le vrai du faux, de peser les preuves et d'appliquer la loi. Mais cette expérience m'a appris que la loi ne peut rien sans le courage de ceux qui osent dire les choses telles qu'elles sont, même lorsque cela coûte de tout perdre. La vérité est une arme qui ne blesse que ceux qui vivent dans le mensonge. J'ai appris que parfois, la seule façon de sauver une relation est d'accepter de la perdre. Le lien qui m'unissait à mon père était devenu fragile, corrompu par sa passivité et son désir de paix à tout prix. En exposant la vérité, j'ai pris le risque de le perdre pour de bon, mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans une illusion où mon bien-être était sacrifié sur l'autel de l'harmonie familiale. Le silence complice est une trahison aussi profonde que le mensonge lui-même, et je ne pouvais plus être la gardienne silencieuse de ce secret toxique. La famille que je connaissais s'est brisée, mais ce qui a été détruit n'était qu'une façade. Ce qui reste, c'est une relation avec mon père qui se reconstruit lentement, sur des bases plus honnêtes et plus fragiles, mais infiniment plus réelles que tout ce que nous avions avant. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message de mon père. C'était une simple photo de nous deux, prise lors de vacances à la montagne quand j'avais 7 ans. J'étais sur ses épaules, riant aux éclats, le visage tourné vers le soleil. Sous la photo, il y avait juste quelques mots. « Je suis fière de la femme que tu es devenue. » Il n'y avait pas d'excuses directes, pas de longues explications, mais dans cette simple phrase, j'ai lu tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai compris qu'il avait enfin ouvert les yeux, non seulement sur les agissements d'Isabelle, mais aussi sur sa propre part de responsabilité. Cette photo n'efface pas les années de douleur, mais elle ouvre la porte à un pardon possible, un pardon qui ne sera pas un oubli, mais une décision consciente d'avancer, chacun de notre côté, mais en regardant dans la même direction. Ma valeur n'a jamais dépendu de leur approbation, mais j'ai mis des années à le comprendre. J'ai appris que la dignité n'est pas négociable et que l'on doit parfois devenir le héros de sa propre histoire, même si cela signifie affronter ceux que l'on aime. La plus grande victoire n'est pas de faire tomber les autres, mais de se relever soi-même, de tracer sa propre ligne dans le sable et de dire « plus jamais ». Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille, mais je sais ce qu'il me réserve à moi. Une vie où ma réussite ne sera jamais qualifiée de chance, car je sais désormais qu'elle est le fruit de ma résilience. Auriez-vous pardonné à votre père son aveuglement, ou la trahison était-elle trop profonde ?